Du coup, salut Hamza, merci beaucoup de m'accorder ton temps aujourd'hui pour une petite interview. On va pouvoir revenir sur un peu ton parcours et ta jeune carrière en MMA professionnel qui a débuté il y a quelques jours. Avec les petites interviews que tu as pu donner à droite à gauche, j'ai pu réunir quelques éléments. Du coup, tu as 27 ans, tu es basé à Bordeaux. Si j'ai bien compris, tu as grandi en Alsace. Ton premier contact avec les sports de combat, c'est lorsque tu avais entre 10 et 13 ans. Tu as accompagné ton père à ses entraînements de boxe anglaise. Mon père était coach de boxe anglaise. Ok. Par contre, bien sûr, lui, il nous a initié au sport de combat. D'abord, c'est judo. Ok. C'était vraiment basique, quelques entraînements de judo par-ci par-là, lutte un peu, gréco-romaine. Ensuite, du coup, vu que lui c'était un spécialiste de la boxe anglaise, vu qu'il était aussi coach et il a fait des combats professionnels, parfois il nous a amené durant ses cours de boxe anglaise et parfois même c'était avec lui quelques cours de boxe anglaise quand on était petit. Ok, tu allais avec ton frère, c'est ça? Voilà. Tu y allais une fois par semaine, de temps en temps? Ouais, c'était pas sérieux, c'était franchement à cet âge-là, en fait mon père me faisait ça surtout, il a intensifié sur le fait qu'on soit dedans. Mais moi personnellement à cet âge-là, j'étais pas vraiment, je m'y amusais, Ok. je m'amusais. Mais bien sûr à cet âge-là, je me suis pas dit comme quoi je vais essayer de faire de ça une carrière. À 16 ans, toi tu commences le Muay Thai avec un de tes potes, t'arrêtes à 18 ans parce que tu rentres à la fac et tu te consacres au street workout. À 23 ans, tu te remets au Muay Thai de manière un peu plus sérieuse, à hauteur de 2 à 3 entraînements par semaine. En 2021, tu commences le MMA ici à Bordeaux. Est-ce que tu peux nous parler de ton club, de tes coachs? Alors en fait du coup quand je suis arrivé à Bordeaux, je devais avoir 23 ans, je sais plus de quel âge, mais c'était vers 2018-2017. Okay. Et donc quand j'arrive à Bordeaux, je suis avec mon père, mon frère, et par conséquent eux on était beaucoup touchés sur le sport de combat. Moi j'étais pas encore à ce moment-là vraiment reparti pour, mais par moment dans des petits entraînements je me tâtais surtout la boxe anglaise. Ouais. Voilà, et c'est juste du coup à partir du moment où vers 2020-2021, fin 2020, début 2021, directement en fait je me suis dit comme ça on va s'entraîner encore plus dur pour faire YFC. Voilà, j'allais y venir, du coup voilà. Ça tombe bien, la transition est toute trouvée. Là j'avais envie de parler un peu de ton CV de combattant. Donc pareil, je vais revenir point par point, on aura le temps d'argumenter plus longtemps au fil de l'interview. T'as des combats amateurs en Muay Thai. En octobre 2021, c'est ta première exposition médiatique avec ton premier combat chez Ibra TV. Puis tu réapparais 3 semaines après sur la chaîne, donc tu fais deux combats chez Ibra. En juin 2022, c'est ton premier combat au KOTS, donc le fameux Fight Club Underground suédois, où tu affrontes un adversaire 34 ans, champion d'Europe de kickboxing amateur. Tu pars underdog, tu pars outsider, et après une guerre de près de 10 minutes, tu gagnes par arrêt, je sais pas comment on peut appeler ça dans le cadre du KOTS. En octobre 2022, tu fais le tournoi du WOTOR en Pologne, donc WOTOR MMA Bark Knuckle, où en fait c'est un tournoi, si j'ai bien compris, qui dure une soirée, où tu fais plusieurs combats. Malheureusement pour toi, tu perds en demi-finale, donc ne pouvant ainsi pas accéder à la finale et pourquoi pas au titre. En février 2023, une nouvelle apparition chez Ibra TV, un concept un peu plus divertissant. Bon, ça plaît ou ça plaît pas, mais disons qu'il a vite arrêté de faire ça. En mars 2023, nouveau combat au KOTS, face à un autre français de l'organisation, Maxime Bellamy, Orsou. Grosse entame de combat pour toi, combat de guerrier encore une fois, mais malheureusement tu t'inclines par TKO. Le 21 octobre 2003, ton premier combat professionnel en MMA, au MMA GP, donc à Bordeaux en plus dans ta ville. Quand j'ai fait l'historique de tous tes combats, il y a quelque chose qui m'a intrigué. N'ayant jamais eu d'attrait avant tes 23 ans pour les sports de combat. Pourquoi et comment est-ce que d'un coup t'as eu envie d'autant combattre dans des disciplines, des organisations aussi extrêmes, aussi dangereuses que par exemple le KOTS ou le WOTOR? En fait à la base, faut dire ce qu'il y a, j'ai toujours été attiré par les sports de combat. Mais il y a un gros problème en France qu'il faut souligner, c'est que les clubs de sports de combat sont pas présents partout. Il y en a pas beaucoup. Ouais. Et les horaires sont pas convenables pour tout le monde. Et quand tu fais un boulot comme moi ou quand d'autres ont des trucs à faire malheureusement dans leur vie pour subvenir leurs besoins, c'est compliqué de participer à tous les cours dans la semaine. Et du coup voilà, moi j'ai toujours été attiré, mais c'était vraiment toujours le fait comme quoi faut être à telle heure parce que c'est compliqué quoi. C'est compliqué moi, mais voilà. Tu peux nous dire ce que tu fais à côté pour qu'on puisse comprendre? Bien sûr. Moi je travaille au Casino Barrière de Bordeaux. C'est un casino du coup au niveau de Bordeaux-Lac. Ouais. C'est Casino des Jeux, pas de la route. C'est en tant qu'agent de sécurité incendie. 90% de mon emploi du temps se base la nuit. Ouais. Les 10% restants, c'est par moment je fais une après-midi ou une matinée. J'aimerais qu'on parle un peu maintenant des combats de chez Ibra. Donc encore une fois, ta première exposition médiatique, la première fois qu'on t'a vu vraiment sur internet. Toi, comment t'es venu l'idée de combattre là-bas? Au début, je regardais en 2019 avec mon pote quand j'étais à Meradec en tant qu'agent de sécurité incendie.
en 2019, c'était déjà assez populaire les combats de Ibra TV, 2019. Tout à fait. Je regardais, au début je l'avais approché, j'avais dit écoute, j'aimerais participer. Il m'a dit ok, on va te dire quand on te trouve un combattant, un adversaire. 2019, tout ça, je m'entraîne par moment, bien sûr, de façon un peu underground avec mon pote Tony qui a un bon bagage en lutte. Et voilà, on s'entraîne ensemble, dans des stades de foot, on s'entraîne, vraiment voilà. Et on attend, je m'entraîne, mais pas de façon aussi sérieuse qu'aujourd'hui. Pas aussi de façon de sérieuse qu'aujourd'hui. Et du coup, on s'entraîne. Et après, c'était septembre. Fin septembre, je lui envoie un message à Mathieu. L'arbitre et matchmaker aussi de l'organisation. Voilà, en effet, je lui envoie un message et en fait, il faut suivre dans sa story. Et du coup, il dit je recherche combattant pour tel événement. Donc, du coup, là, je lui envoie un message directement dans la foulée. Et il a répondu, j'étais content. Une semaine avant le combat. Donc, du coup, c'était nickel. Une semaine avant le combat, j'avais été sûr que j'étais prêt pour l'événement. Et puis voilà. Et je m'entraînais à ce moment-là au Verdun. À Mérignac. Ok. Toi, est-ce que aussi, de par les combats de chez Ibra TV, t'as vu une possibilité de te lancer, entre guillemets, d'être connu, comme on peut voir par exemple des mecs comme Ramzan ou Paul Denat plus récemment qui ont explosé grâce à leur combat chez Ibra TV. Toi, est-ce que c'est ce que tu as recherché ou tu as vraiment recherché l'expérience personnelle, sportive? En fait, moi, ce que j'attends des combats de GrecFC, c'est déjà que du coup, tu affrontes une personne. Et que ce qui est bien, moi, ce que j'adore en fait dans un combat, c'est que surtout j'ai un visuel sur mon combat. Moi, personnellement, avoir un visuel sur son combat, c'est-à-dire l'analyser, voir, ok, t'as fait ceci, voilà, alors t'as eu ça qui a été bon, mais ça c'était mauvais. Et j'adore analyser un combat. C'est pour ça que, moi, dès que je fais un combat, la première chose que je veux voir, c'est le combat, avoir un visuel. Et c'est pour ça que je voulais surtout Ibra TV, c'est qu'il y a une bonne qualité de vidéo. En plus, faut dire ce qu'il y a, c'est underground. Mais c'est bien structuré, t'as un arbitre qui est professionnel, qui est pas con, qui sait quand faut arrêter combat et s'il y a un truc qui déborde, faut dire stop. Et en plus, faut dire ce qu'il y a, Ibra TV, c'est quelqu'un auquel j'avais déjà une admiration, parce qu'il est parti de rien en étant en haut, donc je me suis dit vraiment, j'aimerais bien au moins aller à YFC. C'est bien. Toi, du coup, tu conseillerais cette expérience pour un amateur, par exemple? Moi, franchement, je conseillerais. Je conseillerais vraiment à un amateur d'aller à YFC, puis je le conseillerais 1000 fois. On va continuer dans le monde de l'underground, on va parler du KOTS, du WOTOR, on va bien sûr parler un peu plus du KOTS parce que c'est peut-être ce qui est le plus médiatique. Toi, comment est-ce que tu as connu ce Fight Club? Je me suis en mars 2022. C'était un pote, mon collègue de boulot qui est encore actuellement, c'est Quentin, mon collègue de boulot. Il me dit Hamza, tu connais le KOTS? Et moi, à ce moment-là, je connaissais pas. Il me montre une vidéo, c'est la première vidéo que j'étais tombé, c'était sur celui de Simon le Sauvage. Le Danois là, putain, lui c'est un ouf. Simon le Sauvage, je me tombe sur la vidéo Simon le Sauvage, je regarde et je dis non, c'est pas possible, il est Soko. Voilà. Et je tombe sur le char, en fait, c'était dans l'événement Rise of the Ascari. C'était là où en fait c'était pour moi le plus bel événement du KOTS. Ils avaient mis des cages en jaune. Voilà, et le public enflammé, t'as l'impression que c'est un film en fait. Mais c'est là où, tu sais, Charles Villa, il avait tourné son documentaire, c'est ça? Avec French Viking et... non, French Viking, il n'était pas sur cette carte. Non, il était pas... Il était pas? Non, French Viking était dans Sons of Liberty. Sons of Liberty, le premier, je me souviens plus trop, Blood Money. Heureusement, il n'était pas en effet dans Rise of the Ascari. Donc toi, t'es vraiment tombé sous le charme, même esthétique, on peut dire, un peu de l'organisation, tout ce qui se dégage autour, etc. Vraiment, c'était le charme. En fait, quand on regarde ça, on s'est dit non, c'est pas possible, c'est scénarisé, c'est pas réel. On tombe dans un truc où en fait, déjà qu'on voit parfois les vidéos de YFC, on dit ça sent charme. Mais là, faut dire ce qui est, avec tout le respect que j'ai pour YFC qui font déjà un bon boulot. KOTS, on est arrivé à un charme où c'est transcendant. Mais d'ailleurs, tu sais, ça avait fait un peu, pas polémique, mais il y avait des gens qui, justement, disaient que ça perdait du coup le côté un peu Fight Club, parce que y a les grosses caméras, il y a beaucoup de communication sur Instagram. Toi, du coup, ce qui est bien, c'est que tu l'as vraiment vécu de l'intérieur aussi, donc tu peux affirmer que, c'est sauvage, on retrouve vraiment cet aspect underground, au sens propre du terme, quoi. Franchement, honnêtement, c'est très stressant. C'est très stressant. On va en parler. On va en parler. En tout cas, de A à Z, je peux dire que du bien sur KOTS, mais c'est pas parce que. C'est vraiment, je prends un avis impartial. C'est vraiment, je suis choqué. Même il y a peut-être. Moi, ce que je vois, je suis aussi un peu des combattants du KOTS. Je suis aussi ton ancien adversaire, Maxime. Lui, si je comprends bien, enfin. De manière plus générale, les organisateurs, ils entretiennent quand même une bonne relation avec les combattants. Tu peux affirmer ça? Ah oui, non, vraiment, c'est... franchement,
C'est fou à quel point on peut dire, parfois j'ai quelques problèmes avec certains, je vais pas dire le nom, pour pas faire un tige parce que ça a plus de mon point de vue à moi. Alors, ils disent professionnel, alors que le KOTS, j'ai rien à dire de mal. C'est un truc de fou. C'est bien. Tes motivations, toi, à combattre là-bas? Bah, moi, en fait, j'étais approché pour recombattre là-bas. Il m'avait approché. Non, mais je te parle la première fois. Toi, du coup, ta motivation, la première fois que t'as vu ça, où tu t'es dit, ok, je vais y aller, c'est vraiment, t'as été séduit par l'esthétisme et encore une fois, l'expérience peut-être personnelle. Bah, l'ambiance, c'est surtout qu'en fait, c'était pas de ronde. Ouais. Ça m'avait plu. Le fait qu'il n'y ait pas de ronde, parce que je trouve ça dommage de stopper un combat par moment. Imaginons tu fais un combat de 3 minutes, 3x3, ou de 3x5, ou je ne sais quel. Voilà. Imaginons tu bats ton adversaire les premiers instants, et là l'arbitre il coupe l'instant, ça peut redémarrer la partie. Alors qu'un combat pour moi, c'est un combat, c'est du début jusqu'à la fin, il n'y aura pas de temps mort. Enfin, c'est mon idée à moi. Ouais, bien sûr. Et voilà, moi, c'est surtout le fait qu'il n'y ait pas de limite de temps, ça, j'aime bien. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous parler de l'accès au Fight Club? Donc, comment est-ce que tu envoies ta candidature? Comment est-ce qu'elle est traitée? Tout ça pour justement pouvoir combattre là-bas. Je vais pas en dire énormément, mais je vais dire les choses comme ça parce que je pense qu'ils veulent aussi garder une certaine confidentialité. À l'occurrence, ça c'est un secret pour tout le monde, c'est pas un secret pour tout le monde, mais il faut envoyer sa candidature via Telegram. On envoie une candidature via Telegram, et à ce moment-là, ils sont très intransigeants, ils vont pas dire ah t'es d'accord, nickel, viens, t'inquiète pas, voilà. Ils regardent vraiment est-ce que tu as la capacité pour. Et ensuite, bien sûr, eux, leur but, c'est de faire un matchmaking équilibré. Si le matchmaking est déséquilibré, tu te fais marave, tu te fais défoncer dès les premiers instants, et le spectateur il va dire mais en fait, il n'y avait pas d'intensité dans le combat. Et donc, du coup, ils font vraiment un matchmaking équilibré. Tu demandes ton palmarès, ils te demandent du coup ton expérience en sport de combat et une vidéo de toi. Ça, c'est obligatoire, c'est une vidéo de toi en combat. Bien sûr, il m'avait demandé sparring ou vidéo de combat, mais je pense qu'il privilégie plutôt une vidéo de combat parce qu'un sparring et une vidéo de combat, c'est différent. Donc, du coup, il te demande une vidéo de combat de toi, et ensuite, bien sûr, ils mettent vraiment l'accent sur le fait est-ce que tu es sûr? Tu es sûr ou pas? Il n'y a pas de marche arrière à partir de là. Sûr. Et 3 fois au moins, ils m'ont demandé est-ce que je suis sûr ou pas. Et à chaque fois, les 3 fois, bien sûr, oui. 3 fois? Ouais, enfin, si. Parce que t'as eu un report aussi, c'est ça? Ouais, au début, en effet, j'avais un report. À la base, moi, je devais participer au mai 2000, là où Orsi Corsu avait participé d'ailleurs. C'était en mai 2022, Orsi Corsu avait participé. C'était dans un toit de parking. Et il y avait que 2 combats, cet événement-là. Et moi, ça a été reporté, je sais pas, parce que l'adversaire, je sais plus s'il était plus là ou s'ils ont retrouvé un autre. Mais en tout cas, malheureusement, ça a été reporté. Du coup, toi par exemple, tu as eu le choix de dire oui ou non sur l'adversaire qui t'ont proposé. Tu as quand même ton mot à dire là-dessus. Donc en fait, on retrouve vraiment les codes d'une organisation professionnelle en réalité. Il faut savoir une chose, c'est que moi, quand j'ai dit à l'organisateur, du coup, en fait, ils m'ont proposé Marius. Ils m'ont proposé son CV, 8 ans d'expérience dans le kickboxing, 2 ans de JJB. Il avait 8 combats amateurs, 1 défaite et le reste victoire. Ils m'ont proposé ils m'ont proposé ceci, et après moi je dis oui allons-y, et il m'a dit est-ce que tu es sûr de toi? J'ai dit oui allons-y, que je perde ou que je gagne, je vais assurer le show. Et après il m'a dit non, je veux que tu sois sûr de gagner, parce que c'est ça aussi que j'ai aimé avec l'organisateur, c'est qu'il dit pas ok j'ai un idiot qui accepte, comme ça va combler le trou, on y va. Non, il a dit en fait est-ce que tu es sûr de toi, je veux que tu sois motivé pour gagner. J'ai dit ne t'inquiète pas, je suis sûr, je vais gagner. Et ok, il m'a dit voilà, et donc du coup il m'a dit est-ce que tu es sûr? Et après je dis oui. Il m'a dit laisse-moi le temps de te trouver un autre adversaire plus équilibré. Je dis non, pour moi c'était sûr que j'allais gagner, je sais pas pourquoi. Dans ma tête j'étais tellement motivé à participer au KOTS que je me suis dit que ça peut que gagner. Donc du coup il m'avait dit laisse-moi le temps de te trouver un autre adversaire un peu plus équilibré. Je dis non, celui-ci me convient très bien. On sait aussi que les lieux sont tenus secrets jusqu'à la dernière minute. Comment ça se passe la communication le lieu du rendez-vous, le lieu du combat? C'est eux qui t'envoient un message? Ils t'envoient une voiture, c'est ça? Voilà, en effet. C'est eux, déjà, c'est ça qui est bien, c'est que du coup, tout est compris. Le frais d'hébergement, le frais de voyage, frais d'hébergement, et tout est compris. Et donc, du coup, très bien logé. Très bien logé. Et par conséquent, du coup, une voiture arrive, il t'emmène au point de rendez-vous. Et tu sais pas où tu combats jusqu'au jour où tu le découvres par toi. Voilà. Donc, toi, par exemple. La particularité du premier combat que tu avais fait, c'était sur un terrain de hockey. J'ai oublié le nom de l'événement. Ça, tu savais pas du tout?
Ouais, je savais pas. Tu savais même pas le nom de l'événement, tu savais vraiment... Je savais juste que c'était couvert. Ouais. Parce que j'avais demandé la veille, du coup, j'avais demandé à l'organisateur, mais est-ce que du coup, ça sera couvert au moins, ou est-ce que ce sera pas couvert? Parce qu'au moins, tu te mets dans l'idée. Ouais. Et moi, je préfère que ça soit couvert parce qu'on sait jamais avec les rayons du soleil, pas que, allez, je suis là, bam, c'est une idée comme ça. Ouais, bien sûr. Et du coup, il m'avait dit, ouais, ce sera couvert. Je dis, c'était nickel. Ok. Est-ce que, une question peut-être que les gens se posent, mais est-ce que vous êtes payé pour combattre? Ou c'est en mode volontariat? Non, bien sûr, t'es payé. Alors, je vais dire, je sais pas si c'est un secret pour, voilà, mais je vais le dire. Seulement le gagnant est payé. Ok. Le perdant ne reçoit rien. Ok. Et même post-combat, est-ce que... Enfin, on en a du coup un peu parlé, mais après le combat, tu continues à entretenir des relations avec l'organisation. Est-ce que, une fois que tu as combattu une fois, c'est eux qui reviennent vers toi, ou c'est toi qui dois refaire encore des démarches? Non, c'est eux. Moi, personnellement, après, il m'a rapproché. Ils sont rapprochés vers moi pour me dire, du coup... après mon combat avec Marius, c'est eux qui m'ont demandé, du coup... à la base, je devais affronter Orsu Corsu durant l'événement de août 2022. Ok. Août 2022. Ouais. Et là où c'est un gros événement aussi, c'était Public Enemy où il y avait Old Boy. Ouais. Un gros pareil, c'était couvert ça, non? Voilà, c'était couvert avec le cage. Ouais. Et moi, malheureusement, j'avais clairement dit en fait, c'est pas possible parce que moi j'avais fait le combat 25 juin 2022 face à Marius. Ouais, gros Si combat. un gros combat. J'avais déjà des séquelles, je pouvais pas utiliser la main droite pendant. Franchement, si vous avez pas vu le combat, faut y aller les gars parce que c'est une guerre quoi. C'est vraiment une guerre, c'est vraiment la définition même de la violence. L'état dans lequel t'as laissé Marius, c'est... Il m'a laissé aussi. Putain, mais lui surtout, moi c'est surtout ça qui m'a interpellé, tu vois. C'est, putain, il arrive plus à marcher à la fin. Toi, t'es encore sous l'adrénaline, tu vois, à la fin de ton combat. Même tu cries Vive la France, je sais plus ce que tu cries. Et au début, fucking power, une référence à Simon le Sauvage. Ok. Et le problème, c'est que certaines personnes ont dit, en fait, il a dit fucking white power. Attends, à la fin, t'as dit fucking white power ou... Voilà. Non, moi, je dis fucking power, d'où la référence à Simon Sauvage à chaque fois. Ok. C'est la puissance, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, on avait représenté la France face à la Pologne. Ouais. Bien sûr, on respecte la Pologne. Évidemment. Mais c'était aussi une rivalité entre pays comme ça. Ouais, bien sûr, comme dans le sport de combat d'ailleurs. Par rapport à la prépa, comment est-ce que tu te prépares pour un combat underground comme ça, main nue, sans règles, sans round? La préparation est différente. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, il faut savoir une chose. Moi, imagine, je te donne juste un contexte. Si j'ai un combat de MMA, je vais commencer à m'entraîner un peu plus avec des gants de MMA, bien sûr, pour savoir mieux juger la distance. Ouais. Voilà. Alors, quand c'est en barre de colle, c'est compliqué parce qu'on va pas se mettre à frapper le sac de frappe à main nue. Voilà. Donc, du coup, moi, ce que je faisais, quand j'ai su que c'était mon premier combat à main nue en barre de colle, je me suis dit, du coup, on va déjà plus se familiariser avec les mains à main nue. Ouais. Donc, du coup, à ce moment-là, moi, je faisais beaucoup de shadowboxing, beaucoup de sacs de frappe, bien sûr, mais c'est pas des gants de mitaine, mais des gants de boxe anglaise. Ouais. Et j'avais Nouri qui était mon coach à ce moment-là. Il m'avait bien préparé avec les pattes d'ours et j'avais fait beaucoup aussi de JJB à Pythagore et MMA. Ouais. Et à l'Académie Pythagore. Et du coup, c'était beaucoup aussi des moments où je devais renverser la personne quand il était sur moi, parce que vraiment au niveau j'avais des notions de striking, mais en grappling c'était pas ça. Donc du coup vraiment à chaque fois, si jamais la personne a réussi à faire la montée sur moi, comment m'y extirper. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs pendant ton premier combat. Tu te retrouves assez rapidement au début, tu sais, contre la barrière avec le gars au-dessus qui essaie de travailler, et t'arrives à te relever et derrière livrer la masterclass. Du coup, par rapport à l'entraînement sans gants, donc tu viens un peu nous expliquer. Moi, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu fais des sparring sans gants? Non. Oui, après je vois. Tu pourrais, hein? On pourrait en fait, mais ça serait plus, je pense, la touche avec la paume de la main. Parfois, j'ai fait ça les cours de MMA que j'ai à Gigarena, avec le coach Benjamin Nora, avec les autres sparring partenaires. C'est par moment, et du coup, ce que j'aime bien, c'est faire du coup en touche, sans fermer le poing, mais genre je te touche comme ça, bien sûr, très léger. Très léger, Et c'est pas vraiment parce que parfois, c'est bien que tu poses la question, t'en as beaucoup qui me demandent, mais est-ce que du coup, on fait du sparring Ouais, non, mais tu vois, c'est intéressant, hein, parce que j'imagine que hors contexte bagarre de rue, etc., dans le contexte du KOTS, la première patate que tu te prends, ça doit quand même être surprenant. C'est ma grosse peur, c'était ça en fait. Ma grosse peur, c'est Hamza, tu sais déjà la sensation que t'as quand quelqu'un te frappe avec des gants. Ouais. Mais est-ce que t'as la sensation que quelqu'un qui est entraîné,
qui est plus lourd que toi, qui est plus expérimenté que toi, te frappe à main nue. T'avais, toi, de l'expérience un peu là-dedans ou pas? Bagarre de rue, etc. Bah, bien sûr, oui. Entre guillemets, parfois, par moment, on est obligé de se défendre. Et en tout, dans la rue, je m'étais battu 3 fois dans ma vie, pas plus. Là, on a parlé de la préparation physique. Il y a aussi l'aspect préparation mentale qui peut beaucoup jouer dans cette organisation-là. Alors moi, le mois dernier, je me suis entretenu avec un préparateur mental, Thomas Roland. Je sais pas si ça te dit. Il est souvent partagé par les maîtres fumiers sur Insta. Ok. Et en fait, lui travaille beaucoup sur le circuit amateur. En fait, je lui avais posé une question. Je lui avais demandé à quelles préoccupations étaient le plus soumis les combattants avant un combat, avant une échéance. Et en fait, il m'a répondu la peur de perdre et la peur de décevoir. Tu vois, son entourage, sa famille, ses amis. Moi, là, je te parle encore une fois vraiment dans le contexte du combat underground, KOTS, WOTOR. Est-ce que toi aussi, t'es soumis à ce genre de préoccupations? Ou alors, il y a vraiment d'autres choses qui vont t'occuper l'esprit juste avant le combat? Ouais, ben, le truc, c'est que moi, j'avais une crainte, entre guillemets, c'était vraiment de perdre. Ouais. Parce que quand l'affiche sort, t'as tout le monde qui te dit, du coup, représente la France, faut que tu ramènes la victoire, tu dois pas perdre, nique-le, enfin... plein de messages en mode, voilà. Et donc là, en ce moment, t'es là dans les trucs, ok les gars, faut pas que je perde, mais c'est bien beau de demander ça, mais c'est moi qui monte me battre. Si vous voulez pas perdre, bah les aimanter. C'est bien beau de dire ça. Après, c'est l'encouragement. Voilà. Mais moi, c'est un encouragement qui peut se transformer en stress aussi. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est ok, vous mettez une pression, les mecs. Pour l'instant, je gagne pas des masses. Je fais ça parce que pour mon propre plaisir. Si je monte pour me combattre, c'est en effet pour représenter. Mais moi, si je pouvais vous promettre qu'il y a une victoire, désolé, s'il y aurait pas de suspense, il y aurait pas de plaisir en fait. Bien sûr. Autant, voilà, voilà. Donc du coup, bah, il y a le stress de perdre, de décevoir beaucoup, surtout les gens avec qui t'ont aidé durant la préparation. C'est en fait, du coup, t'as envie de les honorer, ils ont pris de leur temps pour t'aider à évoluer. Et si tu ramènes une victoire, c'est que du coup, bah, tu leur remercies avec cette victoire. Ouais, bien sûr. Donc il y a ça, et il y a aussi, quand tu vois KOTS, faut dire ce qui est, c'est un gros moteur, ce qui te dit le contraire, mais le fait de prendre des coups, parce que déjà c'est sans règle. Ouais. Si le gars il veut te faire des coups de coude inversés, comme ceci là. Comment ils s'appellent ça, les 12 to 6, là, comme ça, voilà. Qui sont interdits. Ouais. C'est quand tu es en position de montée et que tu donnes des coups de coude comme ceci à quelqu'un, bah, on a vu avec Oak face à Castaz, K8, il avait donné des coups de coude, voilà, le gars il a perdu conscience, on a cru qu'il était mort. Et ouais, il y a la peur on sait même pas dans quel temps on va sortir en fait. Donc c'est plus des préoccupations liées à l'intégrité physique au final. Bah ouais, de perdre, de décevoir, et contrairement à d'autres combats, c'est pas simplement parce que moi si tu me dis tu fais un combat de MMA avec des mitaines, j'ai pas peur des coups. Ouais. Enfin si, bien sûr, je veux pas prendre des coups, je vais pas avoir mal, mais personne va avoir mal. Ouais. Mais quand tu vas au côté, t'as encore plus peur de. Ouais, bien sûr. Voilà. Parce que tu sais que derrière le mec il peut. Tout, il a droit à tout. Ouais. Et en plus les côtés te préviennent directement en fait, on n'arrête pas le combat, si allez tu stops, voilà, non on est là, les gens sont en paix pour voir la violence. Ouais. Ils veulent de la violence, c'est pas tu sais que t'es en position de merde, bah allez je tape pour dire l'arbitre il va laisser. Ah ouais. Ah bah, mais si tu tapes, il va laisser l'arbitre. Ah oui. Ah ouais, putain. Mais en plus, le KOTS, ils te préviennent très bien, ils te disent écoute mec, si tu viens, sache que nous on n'arrête pas tant que. Tant que t'es pas inconscient au sol. Ouais, pas inconscient, oui en effet, mais tant que si on voit qu'en fait t'es là juste pour faire acte de présence et que bon, t'as pas délivré aucune adversité, putain, que voilà, ben. Ouais. Le gars il fait son truc, et voilà. Putain, ok, ouais, c'est fou. Mais comment t'expliques toi que le public soit autant attiré par ce genre de discipline, ce genre d'organisation? Bah moi je comprends très bien, c'est parce que déjà les gens en fait, nous on voit dans le combat de MMA, l'UFC, on voit des combats de kickboxing entre légendes, on voit des combats de boxing entre légendes, on voit les gens ils se battent mais on se dit ok il a gagné dans telle discipline, MMA. Ouais. Et même quand on voit des combattants de MMA combattre entre les gens, c'est le combat libre, les combats MMA. Bien sûr. Mais il y a des coups en fait on aurait pu se dire oui mais s'il avait le droit de faire ceci il aurait peut-être pu gagner. Je te donne juste une autre parenthèse avec l'UFC 294 qu'il y a eu. Ouais. On a eu en Calais. Ouais, le coup de genou là. Coup de genou. Pour moi, si c'était au KOTS, le combat aurait continué. Du coup, Johnny Walker, forte chance à 90%, aurait été mis out. Ouais. C'est lui qui aurait perdu. Et c'est ça le truc, nous on veut savoir en fait, c'est pas forcément qui est le meilleur dans ta discipline, mais qui est le plus dangereux si on les lâche dans une même pièce. Putain, oui. Et qui est le plus. Voilà, c'est ça qui est bien. C'est une mentalité qui est totalement différente. Quoi. Voilà. Ok. Toi, j'imagine que tu as un certain rapport aussi à la violence. Chaque fois, vouloir retourner là, il faut quand même apprécier ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Est-ce qu'en toi, tu as un côté vraiment profondément violent que tu as besoin de souvent exprimer de par du coup ce genre de combat? Bah moi j'ai un côté un peu sanguin,
il y a un petit peu parfois la frustration, tu vois ton compte bancaire, il y a un peu la frustration. Moi je suis quelqu'un qui adore envoyer des coups. Là-bas je j'aime pas trop le grappling, bien sûr si je fais une année au sol et j'ai le choix, j'aimerais bien le faire. Mais je suis vraiment quelqu'un qui adore utiliser des points. Utiliser les points c'est ce que j'adore. Donc j'adore envoyer des coups et plutôt que le faire, imaginons quand quelqu'un qui m'énerve dans la rue, ou dans mon boulot et ensuite de risquer la prison, autant le faire face à quelqu'un bon par exemple qui est beaucoup plus expérimenté qui est à ton niveau que voilà. Donc oui, j'aime bien envoyer des coups. Tu avais dit aussi une phrase, c'est tuer ou être tué. En fait oui, quand tu vas au KTS, en fait là où en fait je voulais dire ça, c'est clairement en fait tu peux pas aller dans le même état d'esprit que tu irais si tu étais dans un combat de MMA ou de boxe ou de kickboxing. Ou voilà, c'est parce qu'en fait à la fin tu as une décision. T'as une décision, soit tu dures le combat jusqu'à que ça dure la décision, jusqu'au point, et donc du coup de toute façon après 15 minutes du coup, ou je ne sais pas combien de temps, le combat est stoppé et ça passe à la décision des juges. Alors que là en fait quand tu pars de KOTS, il n'y a pas de décision. Donc du coup tu peux pas partir dans l'idée comme quoi je vais dire le combat jusqu'à que ça aille la décision, ou en plus je prends mon temps, le repos, entre les rounds, tout ceci. Non, c'est clairement tu pars dans l'idée où tu sais très bien comme quoi la seule façon de se sortir c'est soit tu mets le gars out, du coup ton adversaire out, ou soit c'est toi qui out. Et il faut dire ce qu'il y a, vu que tu es sur du bitume de l'asphalte, ou en plus sans gants, et du coup sans règles, il y a de fortes chances que tu sois mis out, mais à 90% tu seras mis out. Donc c'est pour ça que voilà. Ok. On voit que là, depuis certaines années, depuis peut-être 2-3 ans, notamment dû à la légalisation du MMA en France, il y a un intérêt de plus en plus grandissant du public pour les sports de combat. Est-ce que tu penses qu'au fil des années, si les mentalités changent, le public français peut vraiment être attiré par des disciplines comme le bare knuckle par exemple, qui se développe de plus en plus si je prends l'exemple de l'Angleterre? Honnêtement, je pense pas. Je pense pas parce que vraiment, déjà le MMA ça a mis un temps fou, voilà. Et je pense que c'était surtout dû au lobby du judo. Qui ne voulait pas voir ses adhérents perdre, c'est le judo perd ses adhérents du coup pour aller au MMA. Vu qu'on avait David Douillet qui était au ministre des Sports, je pense qu'il a fait beaucoup pression pour que le MMA soit pas légalisé en France. Et lui c'est un ancien champion de judo, c'est ça. Voilà, un ancien judoka. Il faut savoir que le judo en France, avant c'était beaucoup moins maintenant, mais avant c'était très omniprésent. Et beaucoup d'argent se faisait dessus grâce aux adhérents. Donc du coup on voulait pas que le MMA soit légalisé. Et c'était aussi une question de business. Oui mais non, c'est une question éthique parce que regardez, vous avez des coups au sol contrairement au pancras où c'est que la soumission au sol et du striking debout. Là vous avez des coups au sol mais c'est pas pour ça, c'est voilà. Et donc du coup par contre le bare knuckle je l'imagine mal. Enfin moi j'aimerais bien voir le bare knuckle se concrétiser en France, faire des galas professionnels de bare knuckle en France, mais je vois très mal donc plus peut-être question de mentalité pour le coup. Ouais, je pense que c'est la mentalité, désolé de dire ça, un peu à la française des gouvernements, c'est soi-disant on veut protéger les citoyens des violences physiques, mais par contre quand il s'agit de nous faire des violences psychologiques en mettant le Covid, confinement, tout ceci, là ils sont bien d'accord. C'est des je vois. Écoute, on va maintenant parler de ta transition en MMA professionnel, donc avec ton premier combat qui a eu lieu samedi dernier, donc le 21 octobre, au MMA GP, la 11e édition, à Bordeaux. Est-ce que tu peux nous débriefer un peu ce combat? Parce que je tiens à rappeler du coup qu'on n'a pas pu voir le combat en direct à cause d'un problème de diffusion annoncé à, 5-6 heures de l'événement. Du coup, on sait pas ce qui s'est passé. Là, on est mardi. L'événement, c'était il y a 3-4 jours. On n'a eu aucune image, si ce n'est les stories du MMA GP. Donc, est-ce que tu peux nous débriefer un peu ce combat-là? Ouais, bien sûr. Du coup, en fait, moi, j'ai affronté Jason Polidor. C'est un Bordelais très connu parce qu'il a 32 combats professionnels en Muay Thai. Un de tes sparring partners aussi, non? Je t'ai déjà entraîné avec lui. En novembre 2022, je vais à Body Staff et je croise Jason Polidor et du coup je tourne vite fait avec lui de façon très doucement parce qu'il y a le respect qui s'effectue, je le rencontre, pour moi c'est une personne où j'ai du respect envers sa carrière en Muay Thai, donc du coup il n'y a pas d'animosité, c'est vrai. Et donc du coup j'affronte Jason Polidor. À la base je devais l'affronter au mois de juin 2023 qui a été repoussé finalement octobre, donc samedi. Et du coup, j'affronte Jason Polidor, gros stress bien sûr, parce que en fait, c'est pas mon point fort, moi c'est le striking. Mais là, Hamza, t'affrontes un gars qui a 32 combats professionnels en Muay Thai. Comment peux-tu t'imposer en striking face à un gabarit comme ceci? C'est un peu trop tôt, je me disais. Mais je me suis dit, surtout en fait, c'est comment casser la distance avec un gars à la Muay Thai, alors que toi, tes points forts, c'est les points. Et donc du coup, je fais que réviser ceci en sparring partenaire avec mon coach, beaucoup d'amener au sol, beaucoup de contrer les kicks, casser la distance, tout ceci, vraiment le game plan à faire quoi. Et donc du coup le combat, je suis dans le vestiaire, le combat va commencer, je me suis mis dans un état d'esprit clairement où
ouais, je suis là pour faire une guerre en fait. Ok. Mon coach, par moment, je pense qu'il me regardait, Ouais. il était. Non, lui, on va le tester directement après le combat parce que Ouais, peut-être qu'il a pris la cocaïne ou je ne sais quoi. Mais clairement, j'avais fait mon show, j'avais fait. Voilà, Ouais. c'est. Dans ma tête, je suis rentré dans le truc, le public était très surpris, j'étais Ouais. content parce qu'on Ouais. est là aussi pour faire du show. Ouais, bien sûr. Pour que les gens ils se disent, bah, on a un combat soporifique, non, on veut voir un combat à une guerre quoi. Donc, du coup, bah, j'ai fait mon show, je suis rentré, j'étais dans l'idée. J'ai tiré ma flèche avant qu'il fasse un entrée. Et quand il vient, j'ai tiré ma flèche pour le faire un peu un côté Alex Pereira où je suis là pour te tuer, voilà. Et surtout, en fait, parce qu'on me reprochait beaucoup d'être trop gentil durant mes combats. Ouais. Et en effet, par moment, je regardais, j'étais ah non, mais parce que je sais, durant un combat, j'étais là en mode j'espère qu'il va bien mon adversaire. C'est pas l'idée à se mettre. Donc là, vu que Jason Poulidor, j'avais du respect avec lui, bon, je l'ai encore d'ailleurs, et que du coup, cette personne-là, bah, je le connais. J'ai peur d'avoir cette idée de le respecter, ne pas envoyer les coups forts. Donc, je me suis vraiment mis dans ma tête, ce gars-là, faut que je le tue. Okay. Donc du coup, il arrive, j'ai fait mon truc. Vraiment dans ma tête, j'étais pas le Hamza d'habitude. J'étais un Hamza en mode assoiffé de sang. Donc du coup, le combat commence très très serein. Très serein, je casse la distance avec lui. J'essaie, voilà, il m'envoie un low kick, ben, j'avance directement. Il m'envoie plusieurs low kicks, ben, j'arrive à les contrer, en fait pas en les contrant mais en les esquivant. Du coup, on faisait un step back vers l'arrière. Ouais. Du coup, voilà, je rentre beaucoup avec mon anglais, tac, et au bout d'un moment, je me dis, en fait, Hamza, rends-toi compte, tu as fait le KO test. Je me suis dit ça en fait durant le combat. Tu as fait le KO test. Là, l'adversaire, tu as la chance, il est moins lourd que toi. Il n'y a pas de gants. Pour l'instant, les coups que tu reçois sont pas du tout. Sont largement tenables. Vas-y. Et je prends encore plus mes marques, je lui envoie des coups qui l'ont bien sonné. J'arrive à le mettre plusieurs fois contre la cage ou voilà. Bien sûr, j'envoie les coups quand il est contre la cage. Mais bien sûr, je fais pas l'idiot pour envoyer trop et on se met à rentrer comme Israël Adesanya à la fin. Etc. Vraiment, j'envoie et ensuite je recule et ensuite je rentre. Tac. Niveau percussion, franchement, j'étais magnifique. Magnifique, j'avais le dessus en percussion. Et là, du coup, en fait, le truc, c'est que à un moment, il m'envoie une droite. J'ai la vidéo, il m'envoie une droite et moi, je l'esquive. Et lui, en fait, il me donne le dos parce qu'il a vu que j'allais frapper. Je le saisis et je l'ai fait en fait une technique que j'avais vue simplement en vidéo sur Saladin Parnasse. Technique que j'avais vue, c'est en fait on prend la personne par derrière, on le ceinture, voilà, on fléchit les jambes pour avoir un truc de gravité beaucoup plus bas. Et ensuite, et ben, du coup, avec les deux jambes qu'on est derrière lui, on met les deux jambes sur l'intérieur et on le fait basculer vers l'arrière et ensuite on reprend la montée. Et moi j'ai pris la montée, je voulais voilà, mais je me suis dit on va tenter la strangulation, vraiment finir en beauté parce qu'il devait rester 1 minute avant la fin du round. 4 minutes de combat pour l'instant et c'était. Donc j'essaie de faire la strangulation mais j'étais choqué, je me suis dit ah non, Jason Poulidor c'est pas possible, on m'avait dit que c'était sur le grappling qu'il fallait geler mais pourtant il fait de très bonnes défenses en grappling là. Parce qu'il avait bien réussi à ceinturer une des mains où je voulais faire la strangulation. Et il faut savoir que du coup pour éviter une strangulation, lui il me faisait que me regarder comme ceci. Donc du coup pour que moi j'ai du mal à... Donc j'essaie de frapper tout ça mais sans succès. Je frappe, ça marche pas. Donc du coup je me décide de prendre la montée. Mon coach je pense qu'il était content de voir que je prends la montée. Directement dès que je suis sur la montée, je lui donne des coups, tout ceci, mais il avait une bonne protection. Je lui donne des coups et à ce moment là j'ai vu les emmerdes commencer parce qu'en fait il a ponté de façon très explosive et dynamique. De façon propre, explosive, il fait un pontage qui permet de me renverser. Et à ce moment-là, les hommes ont commencé parce qu'il a pris une position de dessus, où il s'est mis sur les deux pieds, et il m'envoyait des coups. C'est à ce moment-là où ça m'a ouvert au niveau de l'œil gauche. Parce que à un moment, ça m'avait un petit peu sonné, mais c'était surtout la douleur. Elle était intense la douleur là, parce qu'il m'avait donné de bons coups au niveau de voilà. Et moi, directement, je décide de me relever. Et je le prends en fait, quand je me suis relevé, je le prends à l'arrière du dos. Et le problème c'est que du coup lui il se décale vers mon arrière du dos, il me ramène vers le sol et là du coup il initie en fait l'idée de me stranguler par une strangulation par l'arrière. Et donc du coup moi j'essaie de me défendre mais malheureusement j'avais le sang qui pissait par l'œil gauche, tout ceci, en plus avec les coups j'étais un peu sonné. Et voilà, il arrive à me placer la strangulation et j'essaie de tenir 2-3 secondes. Malheureusement, la strangulation est déjà mise en place, on est obligé de taper, sinon voilà. Ok, du coup là tu dirais que c'est peut-être l'expérience qui a primé. Il a attendu peut-être que tu fasses une erreur, il a vu une ouverture et... Bah clairement, bien joué parce qu'il a su jouer de mon erreur à moi. C'est clairement, moi je m'en voulais à fond parce qu'en fait je me suis dit, Hamza, si t'étais bien debout, pourquoi avoir voulu chercher le sol? T'étais bien debout, t'étais à l'aise. Les coups te faisaient pas mal, t'avais toujours le centre de la cage. C'est important, c'est pour la vidéo juste parce que c'est à quoi pour le catch control, l'agressivité. Du coup, la personne, si ton adversaire fait que reculer et que toi tu prends la disposition du centre de la cage, c'est toi qui gagne des points.
Ça, t'étais bien, t'étais debout et là tu as amené bien sûr, c'est logique. Ouais. C'est un gars, il est en bataille, donc on sait jamais avec les qui peut t'envoyer. Donc voilà, c'est bien logique de chercher le grappling à un moment quand t'as la possibilité. Mais je me suis dit, Hamza, pourquoi t'as cherché le grappling alors que t'étais bien debout? Ouais. Et donc du coup, voilà. Non, après, bien joué à lui, mais au moins ça m'a servi de leçon. Ouais. Ok, bah j'avais une question là-dessus sur qu'est-ce que toi t'as tiré de ce combat. J'aimerais juste te poser une petite question. C'est que toi t'avais dit encore une fois en interview que toi bah, c'était le striking, tu voulais striker. T'avais dit que c'est ce que tu comptais faire aussi pour ce combat-là. À ce moment-là, t'avais dit ça parce que c'est le style de combat que toi t'as envie d'appliquer ou c'est parce que justement t'avais peut-être des lacunes au sol? Ben, le truc en fait, c'est que moi j'ai pas vraiment toujours fait en sparring. Au cours de mes mains, je fais beaucoup de sol. Ouais. Je fais beaucoup de sol de ceci, mais entre le sparring et le combat, il y a une différence. Parce que tu sais des gars, c'est des gens avec qui tu connais. Et voilà. Non, mais surtout si j'avais dit beaucoup de striking, c'est parce que on sait tous que le public veut voir de striking. Ouais. On veut voir des gens debout qui se frappent debout. Bon, c'est sûr, on va voir du kickboxing si on veut pas voir de grappling. Ouais. Mais en MMA, on est toujours content qu'on voit du striking plutôt que du grappling, c'est logique. Et c'était surtout pour le public, voilà. Mais c'est surtout aussi parce que moi, je me suis dit, bon, certes, il est plus expérimenté que toi en striking, mais t'as confiance de tes points. T'as une puissance dans tes points. Quand tu frappes dans les pattes d'ours, ça saute sec, tout ça. Donc fais confiance à ton striking. Et non, vraiment, je me suis juste dit, on va finir ça en beauté avec pour prouver aussi que t'as un petit bagage en grappling. En tentant une soumission, finalement, ça se retourne contre moi. T'as eu des retours un peu du MMA GP sur ta prestation, pardon. Est-ce qu'ils ont aimé l'agressivité, le show, etc. Ouais, j'avais le matchmaker Amaury. Le matchmaker, je l'avais rencontré aux urgences parce que je devais du coup me recoudre l'œil gauche. Et du coup, il avait beaucoup aimé. Il m'a dit qu'il a beaucoup aimé. Ensuite, j'ai l'organisation bien aimé, j'imagine. J'ai pas eu celui de l'organisateur. Mais Amaury, je sais qu'il était content. Parce que j'avais promis une guerre, le public a été servi. Et j'ai eu beaucoup de retours par contre par message de personnes qui étaient là, parfois des amis ou parfois des inconnus, je pense qu'ils ont dû vérifier sur Instagram, pour m'envoyer un message, pour me prévenir, ils étaient là, ils ont bien aimé le combat, ils ont adoré le combat. Je me suis dit au moins c'est ça qui est bien, c'est malgré la défaite et l'expérience qui s'est engrangée, on a fait le truc qu'il fallait, c'est-à-dire faire le plaisir au public. Parce qu'avant tout, quand on fait un sport de combat comme ceci, faire plaisir au public. Ouais, on parle du show là. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton entrée? Parce que moi, du coup, ton entrée, je l'ai vu sur la story du MMA GP. Entrée, un animal quoi, qui est rentré dans l'octogone. Là, t'étais vraiment matrixé à ce moment-là. Tu t'étais vraiment conditionné à livrer la guerre. Ouais, en fait, il y avait d'abord le combat féminin. Ouais. Le combat féminin qui est, du coup, avant. Et moi, avec mon coach, Benjamin Nora, on était 10 minutes ou 5 minutes, je sais plus trop, dans les coulisses avant de faire l'entrée. Donc du coup, vraiment, je lui ai demandé, donne-moi des claques, frappe-moi le plus fort possible pour que comme ça, en fait, tu sais, Hamza, tu te rapproches de qu'est-ce que c'est une douleur. Ouais. Donc du coup, pas que quand tu reçois un coup, tu vas te dire, mais je suis choqué, je sais pas comment on pouvait ressentir cette douleur-là. Donc j'étais là, donne-moi des claques, tout ceci, et je tourne au rond, tout ça, et lui, mon coach, il me dit, c'est ton moment, t'es pas un humain, t'es là pour tuer, tout ça, blablabla. Okay. Et moi, je suis là en mode, je suis Hamza, inquisiteur. Alors on se met en fait, on se met vraiment dans une idée où à ce moment-là, tu peux pas reculer. Ouais. Tu peux pas reculer. Et c'est très stressant, mais en fait, à ce moment-là où j'étais rentré dans ce personnage-là, j'étais plus du tout stressé. Ouais. Et oui, en effet, j'ai fait une entrée en mode là, j'ai jamais fait une entrée comme ça. J'ai jamais fait une entrée comme ça. Je me suis dit, le moment où si tu fais une entrée timide en mode salut, encore un Sirigan avec des cœurs. Bon ça s'arrêtait, non, c'est pas possible, ça. Si tu fais des cœurs, ça. Non, en plus, j'avais fait une bonne musique que j'aimais beaucoup, qui est un peu, qui donne la pêche. Okay. Donc, je voulais vraiment montrer au public que, écoutez, les gars, vous allez voir un combat, c'est un combat où vous allez voir pour votre argent. Ouais. Voilà, vous avez payé pour être ici. Vous allez voir pour votre argent. Ouais. Et tu peux aussi une dernière chose, nous parler de ce petit geste là, les deux petites mains dans le dos que t'as fait. Ah oui, en fait, c'était un moment en fait. Et du coup, moi, faut savoir une chose. Je regardais beaucoup les vidéos de Jason Polliter et je voyais qu'il avait des kicks dangereux. Ouais. Très rapides. Et quand tu reçois un kick à la tête, c'est dangereux. Ouais. C'est dangereux, peu importe le poids de la personne, en plus quand c'est rapide et que c'est inattendu, c'est dangereux. Et le truc en fait, c'est que moi j'avais beaucoup la garde ici, parce que c'était sa jambe avant qui était aussi dedans. Ouais. C'est deux jambes de toute façon, mais c'était sa jambe avant. En fait, j'avance, je voulais à chaque fois casser la distance avec lui. Il m'envoie un coup à un moment où je l'ai bien réceptionné avec, malgré avec les gants de MMA, en fait c'est du 4 os, donc c'est pas aussi gros que des gants de 10 os. Ouais. Donc du coup, il m'envoyait, et là, j'ai reçu son kick, qui était un très beau kick.
Mais ça m'avait pas fait mal à ce moment-là, vu que j'avais la garde. Je me suis dit, Hamza, tu vas montrer au public que du coup t'avais pas mal et que tu en redemandes encore. Donc du coup je l'ai fait un peu un Conor McGregor face à Alvarez, c'est-à-dire je mets les deux mains derrière le dos et j'espère en fait qu'il envoie un kick, histoire de jouer un peu sur son mental, de lui montrer qu'on est debout, que ok tu m'as envoyé un bon kick mais je l'ai pas ri, en plus de ça je t'en redemande un autre. Et voilà, après c'est pas vraiment la provocation négative. Ouais, parce qu'il y avait des gens qui t'avaient reproché ça un peu sur Insta, non, il m'avait pas reproché. T'avais pas justement expliqué que c'était pas de la provocation. Non, c'était pour en fait, avant qu'on me dise oui, c'est de la provocation, j'avais pris les devants pour dire écoutez les gars, c'était pas la provocation, c'est pour juste montrer que c'est pas de la provocation. C'est juste on est là pour faire le show. Bien sûr. Moi, quand je vois un combat, je veux que le gars, bien sûr, je veux pas des insultes envers qui que ce soit, tout ça, mais je veux que les gars ils montrent comme quoi clairement, c'est quoi ton coup m'a rien fait ou je ne sais quoi, mais on est là pour le show. Moi, j'avais mis les deux mains à l'arrière parce que aussi j'étais en euphorie. J'étais là, en fait, je me sentais tellement à l'aise en striking alors que j'avais peur de lui en striking qu'en fait, finalement, j'étais en euphorie. Je me suis dit, mais vas-y, on va. Ok. Du coup, les leçons, toi, que t'as tirées de ce combat. Je t'ai un peu coupé tout à l'heure, t'allais en parler, je suis désolé. Est-ce que tu peux maintenant un peu les développer? Les leçons, avant, en fait, j'avais beaucoup peur du palmarès d'un adversaire parce que je regardais son palmarès en un an d'expérience de ceci. Et moi, ce que je suis content d'avoir, faut savoir que ce combat-là, j'avais un gros stress immense. J'avais en plus le weight cutting, où vraiment le weight cutting, ça m'avait fait chier. Et de fait perdu combien? De base, je suis quelqu'un qui pèse 83 à 84 kg dans la vie de tous les jours. Et je devais être du coup à 77,6 kg le jour du combat, j'étais à 77,1 kg. Parce que j'avais un problème de balance de 500 grammes au moins, il y avait une différence. Et donc du coup, le weight cutting ça m'avait bien énervé, mais bon, j'avais réussi à le passer sans être fatigué. T'avais l'air tranquille sur Insta, pareil, t'as toujours partagé, ça avait l'air... j'ai montré, j'avais une grosse crainte pour le weight cutting, finalement, moi je le referais pas de sitôt. Mais je l'avais passé facilement, et en plus de ça, et je suis content d'avoir passé Jason Polidor cette étape-là, parce que maintenant quand je me dirais qu'on peut avoir Hamza, tu affrontes un adversaire, il a tant de combats, écoute Hamza, t'as fait un gars en striking qui avait 32 combats professionnels en Muay Thai, 2 combats en MMA avant toi, en professionnel, qu'est-ce que tu veux avoir peur de quoi? Bien sûr. Donc que du respect à Jason, est-ce que tu as pu échanger après avec lui? Son père il vient beaucoup au casino. Non, moi j'ai que du respect envers Jason. C'est important. Je lui ai bien dit, écoute Jason, l'entrée que j'ai fait avec la flèche, tout ceci, je préfère te dire, même lui il a compris. Il est pas con Jason. Moi c'est parce que franchement je voulais vraiment arrêter d'être gentil. Moi d'ailleurs j'étais à 100% contre lui, dans le sens au niveau de la force. J'ai pas fait lésigner un seul coup. Je suis vraiment allé à fond avec lui. Donc lui il a tout à fait compris. J'ai que du respect envers Jason Polidor et il le sait très bien. Ok. J'aimerais qu'on parle un peu de justement la différence qu'il peut y avoir entre ce milieu underground et ce milieu professionnel, notamment sur un aspect. Il y a beaucoup de personnes professionnelles, moi je l'ai beaucoup entendu, qui disent que les combattants de rue, ceux qui ont vraiment un bagage là-dedans, ont un avantage au moins mental sur les professionnels de discipline, donc professionnels MMA, boxeurs. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu penses que tu as un avantage mental, au moins mental, après avoir connu, tu vois, le KOTS, le Brotor? Sur le KOTS, oui, en fait, à partir du moment où tu fais le KOTS, ou on l'a énuméré plusieurs fois dans le podcast, t'as un certain avantage mental, c'est que la douleur, personnellement... moi, je me souviens quand j'avais fait le combat du KOTS, mois de juin, et ensuite j'étais rappelé pour le truc YFC, de Ibra TV le mois de février. Personnellement, je reculais pas un moment, mais un vrai qui m'envoyait certains coups l'adversaire, parce qu'en fait, je me suis dit, on t'envoyait des coups sans gants et on t'envoyait des coups en mitaine sans content. Donc, du coup, voilà, il y a cet avantage-là. Après, malheureusement, est-ce que cet avantage-là peut pas se transformer en arrogance ou en trop grande confiance et du coup te jeter dessus, parce que c'est bien beau de pas ressentir une grande douleur quand quelqu'un ou une grande peur. Mais un KO, ça peut arriver à tout moment. Donc bien sûr, il faut aussi juger sur ça. Pas que je sois trop confiant, parce qu'un coup dans le montant inférieur, sur le montant inférieur, ça peut mettre KO de n'importe qui. Donc faire attention. Du coup là, tu vas peut-être plus aussi t'entraîner en grappling. En fait, le truc, c'est que moi j'aimerais surtout là, c'est que retourner en bare knuckle. En striking, parce que j'ai des combats de bare knuckle en anglaise de prévu. Du coup, c'est ça le truc, c'est que moi j'adore utiliser le box en l'air, j'adore utiliser mes points. Et je vais pour l'instant me focaliser surtout en bare knuckle. Histoire de me faire encore plus d'expérience, comme ça, voilà. Et bien sûr, en parallèle, je retournerai en grappling, bien sûr, mais pour l'instant, j'ai 27 ans.
je vais faire des combats bare knuckle. Ouais. En striking. Tu peux nous communiquer des dates là pour l'instant ou... Alors j'ai pas le droit de dire, c'est au mois de novembre. C'est au mois de C'est au mois novembre. de novembre. C'est au mois de novembre. C'est au mois de novembre, ok. Pour un titre de champion à 85 kg au KSP Promotion. Ok. C'est Alors, en Angleterre? en Suède. En Suède, ok. Alors je peux pas te donner la date. Ouais. Parce que justement ils veulent pas qu'on donne Ok, la date. ok. Je peux juste te dire c'est au mois de novembre. Ouais. Je peux juste te dire c'est au mois de novembre, c'est au mois de novembre. Et voilà. Ok. Bon les gars, faudra être au rendez-vous alors. Voilà. Est-ce que tu vas continuer en MMA, faire des combats? Est-ce que tu vas continuer au MMA GP? Est-ce que tu as eu des contacts avec d'autres organisations? Bah, pour l'instant, j'ai pas eu d'autres contacts avec d'autres organisations. Moi, personnellement, bien sûr, si jamais le MMA GP, je pense que oui, ils vont le faire, c'est demander voilà. Moi, personnellement, pour l'instant, comme je l'ai dit, le MMA, je vais essayer de le mettre entre parenthèses jusqu'à que j'aurai vraiment amélioré encore plus le sol. Ouais, ok. J'aurais encore plus amélioré mon sol, voilà. Là, oui, je recommencerai, mais là, pour l'instant, je me dis, Hamza, fais-toi tes armes encore plus en striking, jusqu'à devenir encore plus puissant en striking, debout. Ouais. Et ensuite, quand tu auras les 28 ans, voilà, remets-toi MMA, travaille à fond le grappling, de toute façon, tu auras le temps, et vers 29 ans, je retourne, 29-30 ans, de toute façon, j'ai le temps, 29-30 ans, je retourne en bas de MMA professionnel. Moi, pour l'instant, je vais toucher qu'au striking. Ok, vraiment full striking. Tu vas rester aussi dans le même club, j'imagine. Ouais. Pour le grappling, pour la partie grappling, pareil, tu vas rester au Giga Arena ou tu vas peut-être aller chercher. Il y a, comment il s'appelle, Anthony Oliveira. C'est ça. Bah, lui, il a Street Fight. Ok. Après, oui, il y a Anthony Oliveira qui est un très bon gars du JB. Ouais. Franchement, en France, c'est, je pense, parmi le top 3. Ouais. Clairement, on peut pas dire, c'est le top 3. T'envisagerais, toi, d'être entraîné chez lui? Ouais, dès que j'aurai ma moto, ouais. Parce que c'est assez long pour l'instant, c'est au fond de Pessac. Ouais. Et ouais, j'aimerais bien. Après, je sais un bon coach du coup en grappling. Bien sûr. Et de toute façon, on peut pas devenir grappleur du jour au lendemain. Ouais, évidemment. Mais du coup, tu vas pas faire de croix définitive sur toi tes combats underground. Tu vas continuer bare knuckle, KOT, si t'es rappelé, tu vas continuer aussi. Ouais, il m'avait rappelé il y a pas longtemps. Malheureusement, je leur ai dit écoutez, les gars, j'ai un combat le MMA GP. Okay. C'était pour l'événement qui a. Il y a un événement qui va se passer dans pas longtemps au KOT, je peux pas donner la date. Et du coup, voilà, il m'avait dit mais moi je lui ai dit écoutez, les gars, j'ai un combat fin octobre. Ouais. J'ai un combat ensuite au mois de novembre. Ouais. Je peux pas vous dire que je vais en KOT alors que voilà. 2024 peut-être qu'on pourra te revoir. Ouais, clairement je dirais cette fois-ci c'est pas eux, j'attendrai pas que ce soit eux qui viennent me dire. Je leur enverrai un message, écoutez les gars, bon pour l'instant là je suis bien dispo donc allons-y. C'est cool. Est-ce que toi t'as un dernier message à faire passer à la caméra ou faire ta promo ou, là t'as le temps là. Non, personnellement, gros soutien à mon coach Benjamin Nora de MMA. Benjamin Nora, gros soutien à lui. Gros soutien aussi à mes collègues du Casino Barra de Bordeaux. Et puis franchement, merci à tous ceux qui me soutiennent et je vous souhaite juste une seule chose, c'est de continuer à faire le sport et ceux qui ne font pas de faire le sport parce que c'est très important pour le mental et le physique. Voilà, super message les gars. Hamza, merci beaucoup. Merci à toi. Je te souhaite que du positif pour la suite. Nous, de toute façon, on continuera à te suivre. On continuera à suivre tes combats en bare knuckle, au KOTS ou au MMA. Et à la prochaine. Hein. Merci encore.